Il est 2h25 du matin. Des policiers armés montent l'escalier d'un petit hôtel anglais en sachant qu'une porte peut leur exploser au visage. Au bout du couloir, dans une chambre, il y a David Bieber. Un homme en cavale, méconnaissable, avec ses cheveux teints à la va-vite, mais suffisamment dangereux pour que personne ne prenne le risque de frapper comme dans un simple contrôle d'identité. Cette fois, il n'y a plus de voiture mal garée, plus de journal hippique sur les genoux, plus de discussions calmes sur une banquette arrière. Il y a seulement un couloir étroit, des armes levées et une équipe qui sait qu'en face, l'homme qu'elle vient chercher a déjà prouvé une chose. Quand il se sent piégé, il tire. Les policiers s'arrêtent devant la chambre. Derrière la porte, aucun bruit ne sort. Aucun son de pas précipité, pas de voix, pas de meubles qu'on déplace, rien. Juste ce silence épais qui oblige tout le monde à imaginer ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'il dort vraiment ? Est-ce qu'il attend avec une arme dans la main ? Est-ce qu'il est déjà en train de chercher une sortie ? C'est alors qu'un officier frappe. Il s'annonce, et là, la poignée bouge. La porte s'entrouvre à peine, juste assez pour laisser passer un fragment d'obscurité, puis se referme aussitôt. Pendant 7 minutes, tout est suspendu, et il n'y a que 2 options, une fin heureuse ou un carnage. À cet instant précis, David Bieber n'est plus seulement un fugitif qu'on vient arrêter dans une chambre d'hôtel. C'est un homme acculé, au bout de sa fuite, avec toute sa vie de mensonge en train de s'effondrer derrière cette porte. Désormais, la question n'est plus où il se trouve. La question, c'est qu'est-ce qu'il a décidé de faire maintenant qu'il n'a plus nulle part où courir. Le 26 décembre 2003, en milieu d'après-midi, 2 policiers britanniques sont en patrouille dans les rues de Leeds. Ils tournent dans une petite rue quand ils aperçoivent une BMW noire mal garée, moteur éteint. À l'intérieur, côté conducteur, un homme au volant lit le journal hippique. Rien d'alarmant en soi. Ce que les policiers font n'est donc qu'une vérification de routine. Pour ça, ils demandent à l'homme de monter dans la voiture de patrouille. L'un s'installe à l'arrière avec lui, pendant que l'autre reste dehors pour vérifier la plaque par radio. Avant même d'avoir une raison de le faire, l'un des agents appuie sur un bouton qu'il n'a encore jamais utilisé de toute sa carrière. L'enregistreur vidéo et audio de la voiture de patrouille. Il ne sait pas vraiment expliquer pourquoi, mais il a une très mauvaise intuition au sujet de cet homme. Et il a raison. Parce que dans les minutes qui suivent, cette bande capture les dernières paroles de son coéquipier. Comment le contrôle d'un mec qui s'intéresse au canasson a pu partir en sucette à ce point ? C'est une excellente question. Et pour y répondre, il faut traverser l'Atlantique et remonter 8 ans en arrière. Rien que ça. Parce que l'individu qui se trouvait dans la BMW n'était pas qui il prétendait être. Et que cette histoire ne commence pas à Leeds. Comme par hasard, elle commence en Floride, là où les alligators sont parfois les individus les moins inquiétants du quartier. Nous voilà donc dans la ville côtière de Fort Myers, sous un soleil de plomb qui tranche avec le ciel gris de décembre du Royaume-Uni. Il y a des plages de sable blanc, des palmiers devant des maisons et des piscines dans presque tous les jardins. C'est un endroit où l'été dure 9 mois sur 12. Et c'est aussi là que David Bieber voit le jour, le 3 février 1966. Son père est directeur d'école depuis 25 ans à l'établissement du coin, et David, c'est le genre de gamin qu'on cite souvent en exemple. Sa chambre est remplie de trophées de natation, et à 11 ans, il a déjà plus de muscles que tous les gosses qu'il connaît, moi inclus. En grandissant, il devient pour ses amis d'enfance ce pote qui descend toujours d'une belle voiture, et qui a de l'argent dans la poche en permanence. À l'adolescence, David rejoint l'équipe de football américain du lycée et commence à soulever de la fonte. Son physique change vite, beaucoup trop vite pour que ses proches n'y voient qu'un loisir. Son modèle à cette époque, c'est Arnold Schwarzenegger, un champion de culturisme devenu star de cinéma, l'homme qui a transformé son corps en arme et en légende. Et puis, des rumeurs sur la prise de stéroïdes circulent parmi les camarades de David, sauf qu'il ne dit rien à ce sujet. Quand on lui demande, il ne répond juste pas. Il botte en touche, comme si on venait de demander à un politique d'où venait son patrimoine. En fait, s'il n'assure pas qu'il n'est pas dopé, c'est parce qu'à la fin du lycée, en 1984, il ressemble à tout sauf un adolescent ordinaire. C'est juste une boule de muscles. Après la fin de ses études secondaires, la voie de David semble toute tracée. Avec un physique pareil, c'est sûr, il peut faire carrière dans les Marines. C'est un état d'esprit logique en apparence pour un garçon de ce gabarit, qui cherche un cadre à la hauteur de son ambition. Sauf que les Marines n'ont aucun intérêt pour les égos, et juste être musclé, ça suffit pas. D'ailleurs, dans la marine américaine, ils n'hésitent pas à faire comprendre à ceux qui se croient au-dessus du lot ou des règles qu'ils ont fait le mauvais choix. Ça, c'est un gros problème, parce que David n'a jamais aimé qu'on lui dise quoi faire. Alors, 18 mois plus tard, sans surprise, il est renvoyé après avoir agressé un officier, avec une libération pour conduite contraire à la discipline. Donc il rentre à Fort Myers en 1986, et s'oriente vers le bodybuilding professionnel. On se demande d'ailleurs pourquoi il n'a pas commencé par là. Et c'est un univers un peu à part dans le sud de la Floride de l'époque.
Les salles de sport sont ouvertes du matin au soir. Il y a des compétitions locales chaque mois et presque partout dans l'État. Et surtout, c'est un marché souterrain de stéroïdes anabolisants qui circule sans ordonnance entre sportifs, qui se rendent mutuellement des services. David plonge là-dedans à pieds joints. Il s'entraîne 2 fois par jour, prend des stéroïdes et commence même à en vendre pour financer sa propre consommation. Aujourd'hui, il aurait même plus besoin de se casser la tête à vendre des stéroïdes. Une formation à 997 € aurait suffi. En juillet 1992, il touche son rêve du doigt. Il remporte le championnat de la catégorie poids mi-lourd de la région sud-est des États-Unis. À 26 ans, il pèse 100 kilos de muscles et a une vie qui tourne entièrement autour de son corps. À cette époque, le père de David lui-même dit qu'il ressemble à une statue grecque. Vaut mieux pas interroger mon père d'ailleurs, parce que lui, il dirait que je ressemble à un blobfish. Bon, mais pour David, faut dire que la transformation à laquelle il assiste chez son fils dépasse le seul cadre du physique. Le garçon calme et non violent qu'il était avant de prendre des stéroïdes a disparu, remplacé par quelqu'un qu'il ne reconnaît pas. Et c'est pas une métaphore, parce que les anabolisants modifient la chimie cérébrale. Ils amplifient l'impulsivité, en plus de raccourcir le fil qui se tend parfois entre la frustration et l'explosion. D'ailleurs, les dossiers civils du comté de Lee gardent la trace des changements comportementaux de David. Incidents de violence ou encore extorsion contre au moins 3 femmes dans les années qui suivent son retour de l'armée. Il collectionne les délits comme des cartes Pokémon, avant d'enchaîner sur un crime en agressant sexuellement une adolescente de 16 ans. Et quand Michelle Stanforth, sa copine du moment, lui annonce qu'elle compte le quitter, il se rend sur son lieu de travail pour lui dire qu'elle va le regretter. Sur le coup, elle porte plainte et obtient une ordonnance restrictive. Alors David passe à autre chose. Sauf que ce n'est que partie remise. C'est dans cette période qu'il rencontre Marcus Mueller, un immigrant allemand bodybuilder comme lui, qui a quelque chose que David n'a pas, un réseau d'importation de stéroïdes depuis l'Europe. Marcus se procure régulièrement de la marchandise en Allemagne, qu'il revend en Floride pour se faire de l'argent. En parallèle, il flirte avec une carrière d'acteur, en jouant les durs dans des films à petit budget. C'est sûr qu'on va pas l'appeler pour jouer Bambi. Après avoir fait connaissance, Marcus et David entrent en affaires ensemble. Et pendant un temps, ça tourne très bien. Le problème, c'est que David a des ambitions qui dépassent le commerce. Il veut profiter d'autre chose que du réseau de Marcus, étant donné qu'il a aussi les yeux sur sa petite amie, Danielle Labelle. Elle sort avec Marcus depuis un moment quand David s'incruste dans le tableau. Sauf que Danielle n'est que la maîtresse. Marcus est déjà marié à une autre femme qui habite en Allemagne, et visiblement il ne compte pas la quitter. Une fissure dans laquelle David s'engouffre. Finalement, la jeune femme en vient à fréquenter les 2 copains en même temps. En octobre 1994, Marcus et Daniel sont arrêtés ensemble pour des charges liées au trafic de stéroïdes, et ils plaident coupables. Sauf que David, qui fait bien partie de leur réseau à ce moment-là, lui, il passe entre les mailles du filet. Cette arrestation n'a que des avantages pour lui. Déjà, il va pas avoir besoin de jouer à chat dans les douches d'une prison. Ensuite, parce que l'équilibre des forces vient d'être redistribué. Et oui, Marcus s'est exposé. Tout son réseau s'en trouve fragilisé, et David y voit une opportunité. Il dit clairement, et à plusieurs reprises, qu'il veut voir son ancien associé mort. Le 5 février 1995, David épouse Danielle, ravi d'avoir enfin obtenu ce qu'il voulait. Elle, par contre, elle le vit pas de la même façon, vu qu'elle regrette sa décision presque immédiatement. Danielle veut revenir avec Marcus. Elle le dit ouvertement à David, et ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. 4 jours après le mariage, le 9 février 1995, Marcus ouvre la porte de sa maison à Bonita Springs. Et c'est la dernière chose qu'il fait, parce qu'il prend 4 balles à la tête et à l'abdomen, avant de s'effondrer sur son seuil à l'âge de 29 ans. 5 projectiles ont été tirés en tout, mais l'un d'eux a manqué sa cible. C'est Danielle qui y trouve le corps après avoir été déposé chez Marcus par David. Et dans son appel au secours, elle dit qu'elle pense que c'est lui qui a fait ça. L'enquêteur du comté de Lee qui arrive sur les lieux est convaincu qu'elle a raison, dès le premier jour. David est probablement impliqué dans la mort de Marcus, parce qu'il a non pas un, mais 2 mobiles, le commerce de stéroïdes et Daniel. Donc forcément, le même jour, le suspect numéro 1 est interrogé. Il est calme, presque indifférent, et contre toute attente, il a un alibi solide en prime. Des témoins l'ont vu dans une discothèque le soir du meurtre de Marcus. Étant donné qu'il ne pouvait pas être à 2 endroits à la fois, la police est forcée de le relâcher. Quelques semaines plus tard, le couple croise un ami commun dans une boîte de nuit. Tout se passe bien jusqu'à ce que Danielle décide de dire à voix haute ce qui la ronge depuis la mort de Marcus. À savoir qu'elle est persuadée que c'est son mari qui a tué son ex. Mais bon, parfois des meurtriers se dénoncent carrément et on les croit pas. Alors la parole d'une femme éméchée en soirée, sans surprise, ça suffit pas à rouvrir un dossier classé. David reste donc libre, et apparemment convaincu qu'il peut recommencer. Au mois d'août, son ex, Michelle Stanforth, sort de chez elle pour jeter ses poubelles,
quand un homme surgit et tire 5 fois sur elle à courte distance. Elle court en panique vers sa maison et claque la porte alors que les balles la manquent. Ah, va falloir faire un petit tour chez l'ophtalmo. Le mois suivant, en septembre, un informateur parle à la police. Sauf qu'il ne cite pas le nom de David Bieber, mais celui d'un autre David, un adolescent de 17 ans nommé David Snipes. Lorsqu'il est interrogé, il admet avoir tiré sur Marcus et sur Michelle, sur commande et contre rémunération. Le jeune tueur à gages a perçu 1 000 $ pour le meurtre de Marcus et 1 250 $ pour la tentative ratée sur Michelle. L'argent lui a été remis par un intermédiaire, que les enquêteurs retrouvent par le plus grand des hasards dans le même appartement que David Bieber. Un tiers qui finit par tout raconter. Oui, c'est bien David Bieber qui a commandité les 2 meurtres et qui a payé pour qu'ils soient commis. Il donne également un détail capital, à savoir qu'un contrat a été mis sur les têtes de l'enquêteur principal et de ses 2 fils. David Snipes est condamné à mort pour le meurtre de Marcus en 1997. Sa peine est finalement commuée en perpétuité par la Cour suprême de Floride 2 ans plus tard, en 1999. En 2012, l'arrêt Miller contre Alabama de la Cour suprême rend inconstitutionnelle la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les mineurs, ce qui rouvre son dossier. Et celui-ci est toujours en réexamen. David Snipes a autour de 48 ans aujourd'hui. L'intermédiaire, quant à lui, plaide directement coupable et écope de 15 ans d'emprisonnement. Suite à tout ça, les enquêteurs obtiennent un mandat d'arrêt pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre au premier degré contre David Bieber. Mais au lieu de l'interpeller directement, il l'appelle sur son téléphone portable avant. David répond qu'il va les recontacter après avoir consulté son avocat. Sauf qu'étonnamment, il s'avère qu'on peut pas trop faire confiance à un criminel et contre toute attente, il disparaît dans la nature. Ils lui ont laissé le bénéfice du doute et il est parti avec. C'est la dernière fois que quiconque en Floride entend sa voix. Son portrait passe et repasse sur America's Most Wanted, l'émission de télévision consacrée aux fugitifs les plus recherchés du pays. Et c'est probablement ce qui précipite sa décision, celle de quitter les États-Unis. David s'évapore du jour au lendemain, et le dossier le concernant dans le comté de Lee reste ouvert, mais devient froid. Ce que tout le monde ignore, c'est qu'il a déjà commencé sa nouvelle vie sous un autre nom, sur un continent lointain, et surtout, qu'il n'a pas fini de faire parler de lui. Du jour au lendemain, David quitte son appartement, demande à ses amis de garder le silence et abandonne tout ce qu'il avait construit à Fort Myers. Un nouvel enquêteur hérite du dossier et commence à explorer toutes les pistes possibles pour le retrouver. Surveillance de la famille de David, de ses relevés téléphoniques et tournée dans ses anciens repères, tout y passe. Puis, un permis de conduire établi au nom de David Bieber apparaît dans le Tennessee. L'enquêteur est convaincu que c'est un leurre, mis en circulation pour orienter les recherches vers le mauvais état. Mais bon, vaut mieux vérifier plutôt que de passer pour des idiots une deuxième fois. Tandis que les autorités scrutent les autoroutes du Tennessee, David fait quelque chose que personne n'aurait pu anticiper. Il arrête les stéroïdes. Ce corps baraqué, qu'il a mis 10 ans à modeler, il le laisse se transformer volontairement. Ses énormes muscles fondent, il prend du poids, et ses traits s'arrondissent. Il finit par avoir le physique d'un gars qui dit « J'ai arrêté la salle, mais je peux reprendre quand je veux ». Le champion poids mi-lourd de bodybuilding cesse d'exister physiquement. Ce qui reste, c'est un homme grand et encore imposant. Par contre, méconnaissable pour quiconque ne connaît David qu'au travers de ses photos de compétition. Pourtant, cette métamorphose physique n'est que la moitié du travail, parce qu'il a compris quelque chose d'essentiel. Changer d'apparence va pas suffire. Il lui faut aussi une nouvelle identité. Et pas un pseudonyme de fortune balancé dans un bar, mais un nom complet avec une histoire derrière. Le tout assorti de documents officiels capables de lui faire passer une frontière sans qu'un douanier avisé ne tique dessus. La technique qu'il utilise a un nom dans le milieu criminel américain. Le ghosting. Elle repose sur une faille extrêmement simple, restée exploitée jusqu'à la numérisation des registres d'état civil. À cette époque, rien ne relie les actes de naissance aux actes de décès. Par exemple, un enfant mort en bas âge laisse un acte de naissance dans les archives d'une mairie, sans jamais avoir eu de casier judiciaire, de permis de conduire ou de dossier fiscal. En gros, son nom existe sur le papier, mais personne ne le surveille. Donc il suffit de trouver le bon enfant dans un cimetière et de commander une copie de son acte de naissance moyennant quelques dollars. Ce document peut ensuite devenir la clé de tout et permettre l'édition des papiers d'identité nécessaires au quotidien, ou même l'ouverture d'un compte bancaire. N'importe qui peut endosser l'identité de cet enfant pour se construire une nouvelle vie. Et puisque David n'en a rien à foutre de la morale, il fonce dans un cimetière de Géorgie et trouve ce qu'il cherche sur une pierre tombale. Nathan Wayne Coleman, mort en 1975 à l'âge de 6 ans. Il commande son acte de naissance pour 36 $ et obtient avec ce seul document un passeport américain
et un permis de conduire édité à Charleston, en Caroline du Sud. Nathan Coleman est revenu à la vie, et il a 30 ans. Quant à David Bieber, il n'existe plus, tout du moins sur le papier. Le 26 septembre 1996, il se présente au port de Ramsgate, dans le Kent, après avoir traversé la Manche depuis la France sur un ferry. Il a traversé la moitié de l'Europe comme s'il partait en week-end. Il tend son passeport au douanier britannique et repart avec un visa touristique de 6 mois. David entre au Royaume-Uni comme n'importe quel Américain en vacances en Europe. L'homme qui tamponne son passeport ne sait pas qu'il est en train de laisser passer l'un des fugitifs les plus recherchés de Floride et du pays. Un criminel qui a posé le pied sur le sol anglais sous le nom d'un enfant mort 20 ans auparavant. Maintenant, David a 6 mois devant lui. Sauf qu'une demi-année, c'est court, et il n'a aucunement l'intention de rentrer aux États-Unis. Alors il trouve la solution la plus simple pour rester légalement. Épouser une ressortissante locale. En mars 1997, juste avant l'expiration de son visa, il épouse Denise Horsley à Kendal, une petite ville du Cumbria. Ce mariage n'est rien d'autre qu'un calcul, une adresse permanente et un droit de séjour prolongé enveloppé autour d'une alliance. D'ailleurs, David est toujours officiellement marié à Daniel Labelle en Floride. Évidemment, il dit rien à Denise, qui croit épouser un citoyen américain nommé Nathan Coleman. Curieusement, elle ne se pose aucune question, alors qu'il lui demande de l'appeler Dave et non Nathan. En 1998, le couple s'installe dans le Yorkshire, où David décroche un poste de videur dans une boîte de nuit. Un emploi qui lui convient parfaitement, parce que les patrons de discothèques ne demandent pas de diplôme. Ce qu'ils veulent, c'est juste un gabarit qui intimide et des bras capables de gérer un problème à 2h du mat. Mais chasser le voyou et il revient au galop. Auprès de l'un de ses collègues, David ne fait pas de mystère du fait qu'il veut être un gangster, quelqu'un d'important. Il souhaite que les gens le craignent et le respectent. En apparence, il a une vie propre et sans aspérité, mais derrière cette façade, il construit autre chose. Dans son appartement du Yorkshire, il y a un kit de nettoyage d'armes et un gilet pare-balles. David y a également entreposé du Nubin, un opiacé injectable dont se servent les bodybuilders pour s'entraîner malgré la douleur. Ce qui suggère qu'il n'a jamais vraiment renoncé à travailler son corps. Et dans une unité de stockage louée discrètement sur Roseville Road à Leeds, il y a bien plus encore. De la poudre à canon, des amorces, des douilles et une machine à recharger les munitions capable de produire des centaines de cartouches de 9 mm. C'est là tout l'arsenal d'un homme qui dort depuis des années avec une sortie de secours dans la tête. Il sait déjà que le jour où quelqu'un frappe à sa porte avec un mandat, il ne lèvera les mains qu'en dernier recours. Bon, et en plus de ça, il joue, il parie. Putain, mais David, il est remonté directement des enfers ou quoi? Il dépense des fortunes dans les courses hippiques et paris sportifs. Entre les bookmakers qui jalonnent les rues du Yorkshire, les archives judiciaires établissent qu'en 3 ans, il mise environ 300 000 livres sterling. Une somme absurde pour un videur de boîte de nuit, dont personne ne sait vraiment expliquer l'origine. La possibilité qu'il ait travaillé comme tueur à gages pour la mafia du coin a été évoquée, mais ça reste une suspicion. Quoi qu'il en soit, l'homme qui a commandité les 2 meurtres à Fort Myers flambe bel et bien dans les salles de Paris du nord de l'Angleterre, sous un faux nom. Pendant ce temps, en Floride, les enquêteurs continuent d'attendre un signal qui ne vient pas. Finalement, les années passent, sans que rien de nouveau ne fasse avancer le dossier. Entre 1997 et 2000, rien. Puis voilà la magnifique année 2001. Cette année-là, Denise demande le divorce à cause de toutes les activités suspectes de son mari. Le jugement définitif tombe le 5 mai 2002, laissant David sans attache légale au Royaume-Uni. Sauf qu'il reste quand même, parce que ça fait 5 ans qu'il a créé ses habitudes ici. Pourtant, c'était sûrement pas l'idée la plus judicieuse. Le 26 décembre 2003, Ian Broderst prend son petit déjeuner chez sa mère. Il a 34 ans. Il est agent de circulation dans le West Yorkshire et sa femme, Elisa, l'accompagne pour ce petit déjeuner du Boxing Day. Le jour des boîtes, c'est le lendemain de Noël que les Britanniques passent en famille depuis des générations. Ils rigolent ensemble, regardent des films et surtout, personne ne parle de travail. C'est la tradition. Sauf que Ian doit quand même prendre son service ce jour-là, parce qu'il est policier et qu'il y a des mecs comme David dehors. Aujourd'hui, son coéquipier, c'est Neil Roper. Leur binôme s'est construit naturellement au fil des patrouilles, jusqu'à ce qu'ils deviennent non plus juste collègues, mais aussi amis. Le Boxing Day est un jour réputé calme dans les rues de Leeds. Généralement, les gens ne font pas de vagues, et les policiers qui patrouillent font leur ronde sans s'attendre à grand-chose. C'est exactement ce que Ian et Neil font cet après-midi-là, quand ils passent devant la jonction de Grange Park Avenue et Deep Lane, dans le quartier d'Oakwood. Ils aperçoivent une BMW noire garée à un angle légèrement trop oblique sur le trottoir. Le conducteur est à l'intérieur et lit le Racing Post,
un journal hippique. Une barre chocolatée à moitié entamée est posée sur le siège, à côté de lui. Rien d'inquiétant en soi, mais la plaque du véhicule mérite un coup d'œil. Les deux policiers s'approchent comme ils l'ont fait des centaines de fois dans leur carrière, sans se presser ou penser qu'ils ont peut-être une raison de s'inquiéter. Ils demandent à l'homme de les accompagner dans la voiture de patrouille, pour vérification. Et il s'exécute en emportant sa barre chocolatée. Yann prend place à l'arrière avec lui pendant que son collègue reste dehors, pour demander une vérification de sa plaque d'immatriculation par radio. C'est là, durant ces quelques secondes d'attente, que quelque chose d'inhabituel se passe dans la tête de Neil. Il y a un truc dans le gabarit du conducteur, dans sa façon de s'installer, ou sa manière de répondre aux questions de Yann à voix basse, qui lui plaît pas. Il a probablement ce qu'on peut appeler une intuition. Alors, pour la première fois de sa carrière, Neil appuie sur le bouton qui active l'enregistreur de la voiture de patrouille. Il sait pas expliquer pourquoi, jusqu'à ce que les informations concernant la plaque d'immatriculation de l'homme reviennent. Elle est fausse. La voiture a été déclarée volée. En plus, l'individu porte un manteau assez long et refuse obstinément de vider ses poches. Neil appelle immédiatement des renforts par radio. Pendant ce temps, à l'intérieur du véhicule de patrouille, Yann continue de parler à l'homme. Il dit s'appeler Nathan Coleman et résider à Leeds, mais être né au Canada. Il affirme qu'il n'a rien à voir avec le vol du véhicule, d'une voix presque indifférente, comme s'il avait l'habitude de ce genre de conversation. Ce que Yann et Neil ignorent, c'est que celui qui est assis sur leur banquette arrière est un dangereux criminel recherché depuis 8 ans. Et s'il a traversé l'Atlantique sous une fausse identité, c'est pas pour se faire attraper bêtement pendant un contrôle de routine. Un troisième agent, James Banks, arrive dans les secondes qui suivent la demande de renfort de Neil. Yann sort de la voiture de patrouille pour rejoindre ses collègues. Neil, au contraire, s'en approche pour passer les menottes au suspect, à qui il explique qu'il va être amené au poste. Sauf que le policier n'a pas le temps d'immobiliser David, parce qu'il dégaine une arme. En une poignée de secondes, 4 balles partent. Neil est touché 2 fois à l'épaule et à l'abdomen. Il réussit à fuir en titubant jusqu'à un bâtiment voisin, où il s'effondre et appelle les secours par radio. La voix brisée, il annonce qu'il a été touché et indique qu'il ne sait pas où est Yann. Une autre balle atteint la radio de James, qui s'en tire miraculeusement à quelques centimètres près. Reste Yann, qui n'a pas la même chance. Il prend une balle dans le dos et tombe sur le bitume, complètement immobilisé. Puis il y a une pause, 5 secondes d'un silence pesant. 5 secondes durant lesquelles on entend la voix de Yann qui demande à David de ne pas tirer, avant qu'un dernier coup de feu ne parte. Le meurtrier s'est approché du policier déjà à terre et lui a logé une balle dans la tête à bout portant, sans pitié. Après ça, David s'éloigne en courant et disparaît dans la ville. Plus bas dans la rue, il braque un homme assis dans sa voiture devant un bookmaker et lui ordonne de sortir. Le conducteur sort directement, complètement paniqué et forcé de laisser David monter et disparaître dans les rues de Leeds avec son véhicule. Les sirènes des voitures de police commencent à se faire entendre au loin. Yann Broderst, lui, est dans un état plus que critique à ce moment-là. Ça s'arrangera pas. Il meurt des suites de ses blessures avant d'avoir pu atteindre l'hôpital. C'est le premier policier anglais tué par balle depuis plus de 8 ans. Quand la nouvelle se répand, la population est donc terrifiée par le fait qu'un psychopathe si dangereux soit toujours en fuite. Le problème, c'est que les enquêteurs du West Yorkshire se retrouvent à devoir chercher activement un individu dont ils ne savent absolument rien pour l'instant, si ce ne sont que des mensonges. Tout ce qu'on sait du suspect, c'est qu'il est très grand et qu'il a volé une deuxième voiture avant de s'évaporer. Comme seul point de départ, les autorités n'ont que les empreintes laissées sur la BMW et le journal. Bien sûr, il y a aussi la fameuse bande audio dont Neil a activé l'enregistrement avant de sortir du véhicule de patrouille. Ce que David ignore, c'est que cette bande va jouer un rôle majeur pour mettre fin à toute cette histoire. Tandis que les ambulances convergent vers Deep Lane, David est déjà loin. Il vient de voler une voiture et roule en sachant pertinemment qu'il est dans le pétrin. En 7 ans de vie sous sa fausse identité, il a tout fait pour garder profil bas et pas se retrouver dans cette situation. Maintenant, il doit faire en sorte de pas se faire prendre. Si la police anglaise lui téléphone avant de l'arrêter, il a peut-être une chance. Le lendemain du meurtre, les caméras de surveillance le capturent dans plusieurs banques de Leeds, retirant des milliers de livres sterling en espèces. L'enquête prouve qu'il a aussi acheté un billet de car vers Paris via Londres, avant de renoncer à le prendre ou d'en être empêché. Suite à ça, il retourne à l'unité de stockage qu'il a louée sur Roseville Road. Les caméras de l'entrepôt le montrent y entrer avec un sac vide et en ressortir avec un autre sac, plein cette fois. 2 jours à peine après avoir exécuté Yann Broderst, il récupère son arsenal, comme s'il se préparait à commettre un nouveau meurtre. Au même moment, de l'autre côté de la ville, l'enquête trouve enfin une direction. La BMW volée et le journal hippique que David lisait au moment de son interpellation sont analysés. Et les 2 portent ses empreintes. Quant à la barre chocolatée, à moitié mangée qu'il avait emportée dans la voiture de patrouille, elle confirme la même chose. Un appel anonyme arrive également au commissariat au cours des premières heures des investigations. Un homme dit connaître un Américain possédant une arme et une BMW noire
Il donne même un prénom, Nathan, et un numéro de portable. Ce numéro est lié à un abonnement souscrit au nom de Nathan Coleman. L'adresse associée pointe vers un appartement situé à Springwood Road, à Leeds. Après avoir pris connaissance de sa fausse identité, les enquêteurs sont en mesure de se procurer une copie de son permis de conduire, et par la même occasion, une photo récente de David. Ça y est, à présent, ils savent exactement à quoi ressemble leur fugitif. D'ailleurs, l'homme a été filmé en train d'acheter le journal et une barre chocolatée dans un magasin le jour du meurtre de Yann. Le 28 décembre, des policiers armés défoncent la porte de son logement. Bien sûr, David n'est pas là, mais beaucoup de choses qu'il a laissées permettent de confirmer que c'est bien là qu'il habite. Le kit de nettoyage d'armes est toujours sous son lit, et le gilet pare-balles dans le placard. Il y a même des relevés de paris sportifs. David a abandonné assez d'indices matériels dans son appartement pour établir qu'il est bien le meurtrier de Yann. L'identité de Nathan Coleman mène ensuite les enquêteurs jusqu'à l'unité de stockage sur Roseville Road, louée sous ce même nom. Le gérant a reconnu le nom dans son registre et a alerté la police. Ce que les forces de l'ordre découvrent à l'intérieur dépasse de loin ce qu'elles avaient anticipé. David a déjà allègrement pioché dans son stock 2 jours après le crime. Malgré ça, il est encore assez conséquent, avec entre autres des centaines de munitions faites maison. Bon, à ce stade, ce qui manque toujours aux policiers, c'est l'identité réelle qui se cache derrière le nom d'emprunt, Nathan Coleman. C'est là que la bande audio enregistrée par Neil entre en jeu. Un expert en acoustique médico-légale analyse la voix de David dans la voiture de patrouille, et son diagnostic est sans appel. L'homme qui parle prétend venir du Canada, or, son accent n'est pas canadien. Il a un accent du sud des États-Unis, la Géorgie, l'Alabama, la Floride peut-être. Les empreintes relevées sur la BMW sont transmises au FBI, et la réponse arrive dans les jours qui suivent. Ces empreintes correspondent à celles d'un certain David Bieber, un citoyen américain recherché depuis 1995 dans le comté de Lee, en Floride. C'est confirmé, Nathan Coleman n'existe pas. L'homme qu'il cherche s'appelle David, il a 37 ans, et en plus d'être un ancien marine, c'est un ancien champion de bodybuilding. Un criminel endurci, qui a quitté les États-Unis 8 ans auparavant, après avoir commandité un meurtre et une tentative de meurtre. Ah bah merci du cadeau. Pour le responsable de l'enquête britannique, cette information répond à la seule question qui comptait vraiment depuis le début. Pourquoi le suspect a-t-il réagi avec une telle violence face à 3 policiers qui vérifiaient simplement une plaque d'immatriculation? Et la réponse est évidente, parce que David savait que s'il était menotté, c'était fini pour lui. Son arrestation pour conduite d'un véhicule volé se serait transformée en extradition vers la Floride, où il risque une condamnation à la peine de mort. C'est aussi ce qui explique le fait qu'il ait choisi de tirer sur les policiers britanniques. Risquer la prison, ça vaut toujours mieux que de risquer une injection létale. En Grande-Bretagne, la mort de Yann produit une onde de choc que les Britanniques n'avaient pas ressentie depuis des années. Il faut savoir qu'en Angleterre, la quasi-totalité des policiers patrouillent sans armes à feu. Cette absence d'armes fait partie d'un contrat social implicite entre la police et la population. Les agents font leur travail désarmés, en échange de la confiance que les citoyens leur accordent. Alors forcément, le fait que Yann soit mort pendant une patrouille de routine un lendemain de Noël rend la chose encore plus compliquée à encaisser. Mais le cauchemar est loin d'être terminé, et la chasse à l'homme se poursuit. Le 30 décembre, un signalement place David dans une gare de York, à une trentaine de kilomètres de Leeds. Mais quand les policiers arrivent, il n'y est plus. En réalité, il est à 150 km au nord-est dans une chambre du Royal Hotel à Dunston, en banlieue de Gateshead. Un établissement modeste, situé le long d'une route principale, dans lequel on ne pose pas trop de questions à ceux qui paient comptant. David a teint ses cheveux en roux, avec un résultat suffisamment approximatif pour que Vicky, la réceptionniste de nuit, remarque que quelque chose cloche. Elle voit débarquer un homme de grande taille avec un bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles et des lunettes à monture épaisse. Cela dit, elle ne met pas de mots sur ses soupçons à ce moment-là. Elle donne une clé à David, le regarde monter l'escalier, puis feuillette le journal du soir. C'est en tournant les pages qu'elle tombe sur la photo du fugitif le plus recherché de Grande-Bretagne. Elle prend un stylo, dessine des lunettes sur la photo et le déclic se fait immédiatement dans sa tête. Vicky s'empresse d'appeler son supérieur, qui lui-même prévient la police. Suite à ça, elle doit attendre seule derrière son comptoir, en sachant que l'homme qu'elle a installé dans la chambre du fond est probablement celui qui a tué Yann Broadhurst. Le jour du réveillon, à 2h25 du matin, une unité armée monte l'escalier du Royal Hotel dans le silence. Un officier frappe à la porte et s'annonce. La porte s'entrouvre d'1 centimètre à peine, puis se referme aussitôt. 7 minutes s'écoulent, pendant lesquelles David fait le calcul que les armes pointées sur lui sont en train de faire également. Soit il déclenche une fusillade comme feu d'artifice final, puis il meurt, soit il met genoux à terre, et il passe le reste de sa vie en prison. Finalement, il choisit l'option 2. La porte s'ouvre donc complètement. David se tient dans l'encadrement habillé, les cheveux orangés, sans arme à la main.
En se rendant, il demande à voix basse aux policiers s'ils vont vraiment tirer sur un homme désarmé, alors que lui-même n'a pas hésité une seconde à exécuter froidement Yann d'une balle dans la tête à bout portant. Sous le lit est découvert le pistolet chargé qui a tué l'agent, environ 300 cartouches de 9 mm et 6056 livres sterling en petites coupures. Ça y est, David est menotté. Et pour la première fois depuis 8 ans, il n'est plus Nathan Coleman. Le lendemain matin, il est inculpé du meurtre de Yann et de 2 tentatives de meurtre sur Neil Roper et James Banks. Mais il ne prononce pas un seul mot aux enquêteurs du West Yorkshire. En Floride, l'inspecteur qui a cherché David pendant près d'une décennie apprend la nouvelle par téléphone. Peu après, il ferme la porte de son bureau et s'effondre. 8 ans à chercher David, et il a fallu qu'un policier anglais meure pour qu'il soit enfin retrouvé. Maintenant, ce qui s'annonce, c'est un procès très attendu, surtout que David a des choses à dire, et il va pas se gêner. Le procès de David Bieber s'ouvre en novembre 2004 au tribunal de la couronne de Newcastle, une ville choisie délibérément, parce qu'elle est assez loin de Leeds pour que les jurés n'aient pas connu Ian Broadhurst. Tout est fait pour que le procès reste équitable et ne se transforme pas en jugement communautaire. Le dossier de l'accusation est d'une solidité béton. En même temps, David faisait pas dans la dentelle. En plus de toutes les preuves matérielles, il y a des enregistrements des paris téléphoniques que David passait régulièrement sous le nom de Coleman. Un expert en acoustique médico-légale a comparé cette voix à celle captée sur la bande audio de la voiture de patrouille. Et il est formel. C'est le même homme qui parle sur les 2 enregistrements. C'est l'une des identifications les plus nettes sur lesquelles il ait jamais travaillé. Il aimerait avoir ça tous les jours d'ailleurs. Face à tout ça, David choisit de témoigner en sa propre défense. Et ce qu'il dit laisse la salle sans voix. Il explique que le tireur, ce n'est pas lui, mais un ami qui lui ressemble. Un homme originaire de Floride, dont il refuse de donner le nom par peur des représailles, et qui lui a demandé de garder l'arme du crime après les faits. L'accusation baptise ce personnage inexistant Monsieur X, et passe les jours qui suivent à démolir cette théorie, notamment en démontrant que chaque élément du dossier ramène systématiquement à David lui-même. Il faut seulement 3 heures au jury pour délibérer. Une délibération très rapide qui dit tout de la thèse de Monsieur X quand on la confronte aux preuves matérielles. Le 2 décembre 2004, le juge condamne David à 3 peines de prison à vie, puis s'arrête longuement sur le meurtre de Yann. Sur ces 5 secondes de silence pendant lesquelles son tueur a choisi de revenir vers lui, et de lui tirer une balle dans la tête. David ne doit jamais être libéré, ce qui fait de lui la 25e personne dans toute l'histoire judiciaire du pays à recevoir un tel verdict. Le meurtrier écoute la sentence sans un mot, comme il a écouté les enquêteurs du West Yorkshire sans dire quoi que ce soit après son arrestation. En octobre 2006, il tente de faire annuler sa condamnation en appel, mais il échoue. La Cour rejette sa demande en soulignant que les preuves à charge sont écrasantes. Malgré tout, les avocats de l'accusé parviennent à obtenir un réexamen de sa peine. Ils plaident 2 choses, que la perpétuité incompressible viole la Convention européenne des droits de l'homme, et que les faits eux-mêmes ne justifient pas une telle sévérité. En juillet 2008, la Cour d'appel écarte le premier argument, mais retient le second. À la date du meurtre de Yann, tuer un policier ne figure pas encore parmi les crimes passibles d'un enfermement à vie sans aucune possibilité de sortie. La recommandation du juge dépassait donc le cadre prévu. La peine de David est réduite. Il devra tout de même purger un minimum de 37 ans de prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Il restera enfermé jusqu'en 2041 au plus tôt, année au cours de laquelle il fêtera ses 75 ans. Le président de la Fédération des policiers britanniques dit que cette décision laisse la justice avec du sang sur les mains. David reste l'un des hommes les plus dangereux du système pénitentiaire britannique. D'ailleurs, en 2007, un complot d'évasion par hélicoptère impliquant David et 2 autres détenus est déjoué à la prison de Full Sutton, dans le Yorkshire. Et le 10 août 2017, David s'en prend violemment à une surveillante à la prison de haute sécurité de Long Lartin. Il l'attaque avec une barre métallique, alors qu'il bénéficie d'un statut de détenu de confiance affecté au nettoyage. Après Xavier Dupont de Ligonnès, savoir comment David a obtenu ce statut reste le 2e plus grand mystère de notre époque. Le prisonnier saisit la surveillante par la nuque et par derrière, puis il lui porte des coups répétés au visage et au bras pendant 10 longues secondes. Une attaque qui ne s'arrête que parce que les collègues accourent après avoir entendu des cris stridents. Durant son procès, il raconte qu'il voulait simplement provoquer un incident pour obtenir un transfert vers une autre prison, parce que Long Lartin lui avait réduit ses antidouleurs, soi-disant qu'il n'avait pas l'intention de tuer la surveillante attaquée. L'accusation rétorque que sa version est une mise en scène, et appuie là où ça fait mal. Pendant l'attaque, des témoins ont entendu David crier qu'on déconnait avec ses médicaments, et qu'il allait tuer cette garce. Dans sa cellule, une note manuscrite a ensuite été retrouvée, avec 3 noms dessus, dont celui de la surveillante attaquée. Le jury tranche entre les 2 récits.
Il écarte la tentative de meurtre, faute de certitude sur l'intention de tuer. Les coups au visage avec une barre métallique, c'était peut-être pour un massage finalement. Bon, mais le jury déclare quand même David coupable de coups et blessures volontaires aggravées et de détention d'armes prohibées. En novembre 2022, il est condamné à une deuxième peine de prison à vie avec un minimum supplémentaire de 6 ans, ce qui repousse l'année à laquelle il pourra demander sa conditionnelle à 2047. À l'annonce de sa sentence par vidéoconférence, David pose sa tête contre le mur derrière lui et pousse ses lunettes sur son front. Attention, si une commission de libération conditionnelle le jugeait apte à sortir en 2047, la Floride a déclaré qu'elle demanderait son extradition, notamment pour qu'il réponde du meurtre de Marcus Mueller et de la tentative de meurtre de Michelle Stanforth. 2 dossiers toujours ouverts à ce jour. David a 60 ans aujourd'hui. Il est à la prison de Wakefield dans le West Yorkshire, à quelques kilomètres du carrefour de Dee Blaine, l'endroit même où il a tué Ian Broderst. Il ne sortira pas avant d'avoir 81 ans. Si jamais il sort, c'est la Floride qui l'attendra encore. Au fond, l'affaire David Bieber pose une question qui dépasse largement son propre cas. Est-ce que tout le monde mérite réellement une seconde chance ? Si on se base sur l'affaire que je viens de te raconter, c'est dur de dire oui. Mais vas-y, hésite pas à me dire en commentaire pour que je vois ta réponse. En tout cas, ça me rappelle un peu l'histoire de Skylar DeLeon que je t'avais racontée sur la chaîne. Tu devrais la regarder. Voilà, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Les vidéos sortent tous les dimanches à 20h, donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu les rateras pas. Et on se dit à très vite. Bye.